Le bouleversement de Drapati dans les forces armées ukrainiennes. Le nouveau commandant en chef a commencé la restructuration de l'armée. Des décisions en matière de personnel qui pourraient changer le cours de la guerre. Des commandants de combat reviennent à des postes clés. Les directions techniques sont dirigées par des spécialistes modernes et les forces armées ukrainiennes misent sur la technologie et la rapidité. Drapati a lancé des changements qui pourraient aider à gagner des batailles avec moins de pertes. Qu'est-ce qui a déjà changé dans l'armée? Qui Drapati a-t-il fait revenir et quel est l'atout principal entre les mains des forces armées ukrainiennes? Les premières décisions qui pourraient renverser la situation sur le front arrivent dans un instant. Ne manquez pas ça. Bonjour, vous regardez Ukraine aujourd'hui. Je suis Solomia Dolik et voici les dernières actualités. L'armée ukrainienne connaît des changements de personnel importants que les militaires qualifient déjà de signal positif. Après la nomination de Mikhailo Drapati au poste de commandant en chef des forces armées ukrainiennes, des commandants expérimentés ont commencé à revenir à des postes clés et les secteurs techniques, selon les experts militaires, reçoivent de nouveaux dirigeants modernes. Et il semble qu'il ne s'agisse pas simplement de changements pour le plaisir de changer. Le pari semble être mis sur le professionnalisme, l'expérience au combat, la technologie et la capacité de l'armée à réagir plus rapidement aux actions de l'ennemi. Stanislav Bunyatov, volontaire et administrateur de la chaîne Telegram Ovorit Sniper, le sniper parle, connu sous l'indicatif Osman, estime que le général Drapati suit la bonne voie. De nombreux commandants dignes et ambitieux qui n'ont pas supporté la tyrannie de Syrski et ont préféré être relevés de leur commandement de brigade reviennent maintenant à leur poste. Dans les unités de combat, on respire mieux, ce qui n'est pas le cas de la mentalité soviétique à Kiev, qui se débat dans des convulsions mais ne renonce pas à l'espoir de préserver l'ancien système. Un accent particulier est mis sur la composante technologique de la guerre. L'expert en radiotechnologie et en communication, conseiller du président Serhiy Flesh-Beskresnov, a rapporté que Drapati nomme au poste technique des forces armées ukrainiennes, selon son évaluation, les dirigeants les plus compétents. Énergique, moderne, communicatif, c'est ainsi que Beskresnov décrit les nouveaux responsables des directions technologiques. Dans la guerre technologique, tout change littéralement chaque semaine. Et nous devons réagir tout aussi rapidement à tous les défis de l'adversaire, analyser, prévoir, répondre et agir avec une longueur d'avance sur l'ennemi. Je crois que de grands changements positifs nous attendent, mais cela ne se fera pas rapidement, car il y a beaucoup de choses à changer. Un autre exemple révélateur est la nomination de Valery Skred au poste de commandant du 19e corps. La correspondante de guerre de TSN, Yulia Kirienko, a souligné que Skred assurait l'intérim du commandement depuis environ un mois et qu'il a maintenant reçu une nomination officielle. Skred a derrière lui le commandement de la 46e brigade d'assaut aéroportée et la défense de Soledar. La 46e est restée à Soledar même lorsque d'autres unités ont fui ou se sont retirées. Ce qui est important dans ce sous-sol de l'usine Artemzil encerclée par l'ennemi. Skred était avec ses soldats et est sorti de l'encerclement avec eux. Désormais, le 19e corps tient une direction extrêmement importante, Kramatorsk, Kostiantynivka et Druzhkivka. Et c'est précisément ici, selon la journaliste, que pourrait se dérouler l'une des batailles clés pour le Donbass. Tous les analystes s'accordent à dire que c'est autour de ces villes, et de Sloviansk en particulier, que se déroulera la principale bataille d'automne pour le Donbass. C'est un secteur difficile, et bien sûr, au-delà d'une bonne nomination comme celle de Skred, il faut des forces et des moyens pour tenir ce secteur. Les premières décisions de Drapati sont vues par les militaires comme le signe d'une refonte de l'armée, renforçant les commandants de combat, consolidant les secteurs techniques et misant sur la rapidité et les technologies modernes. Tout cela pourrait devenir la base d'une armée qui ne se contente pas de réagir face à l'ennemi, mais qui cherche à prendre l'avantage sur lui. Et c'est précisément là que pourrait résider l'un des principaux paris de Drapati. Ne pas simplement remplacer des noms dans les bureaux, mais former une équipe capable d'adopter de nouvelles technologies plus rapidement que l'ennemi et de les transformer en un avantage réel sur le champ de bataille. Et tous ces changements au sein de l'armée se déroulent sur fond de positions claires de la part de Mikhailo Drapati lui-même. L'Ukraine fait face à une lutte difficile et le commandant en chef parle ouvertement de son prix.
Des générations entières d'Ukrainiens se sont battus pour le droit d'être appelés Ukrainiens, préservant leur langue et leur culture même lorsque cela était puni. Aujourd'hui, c'est la génération actuelle qui poursuit ce combat. Et selon le commandant en chef, elle connaît déjà le véritable prix de l'indépendance. Il ne s'agit pas seulement de territoires ou de frontières. L'Ukraine se bat pour le droit de déterminer elle-même comment elle doit vivre, pour la possibilité de rester ukrainien sur leur propre terre, de ramener les prisonniers à la maison, de libérer les territoires occupés, de préserver leur langue, leur propre choix et leur avenir. C'est précisément pour cela que nous nous battons. Je ne vous dirai pas que le chemin à parcourir sera facile. Je commande une armée qui mène chaque jour un combat difficile. Je connais notre fatigue, je connais nos pertes, je connais le prix des décisions qu'il faut prendre. Mais en même temps, le commandant en chef parle aussi de ce qui donne à l'Ukraine la force de poursuivre la lutte. Je connais aussi la force des gens qui, après tout ce qu'ils ont vécu, continuent de faire leur travail. Une lutte difficile nous attend encore, mais nous savons pourquoi nous nous battons, pour une Ukraine indépendante. Et c'est, en substance, le message clé du nouveau commandant en chef. L'armée doit être prête à une lutte longue et difficile, mais en même temps devenir plus forte, plus moderne et plus professionnelle. C'est précisément pour cette raison que ces décisions en matière de personnel et le renforcement des axes technologiques des forces armées ukrainiennes revêtent une importance particulière. Il s'agit de tenter de bâtir une armée capable non seulement d'encaisser les coups de l'ennemi, mais aussi de s'adapter plus rapidement, de prendre l'avantage technologique sur l'adversaire et d'utiliser chaque ressource de la manière la plus efficace possible. L'armée russe fait face à un nouveau cauchemar. Zelensky prépare une surprise au Kremlin dont l'Ukraine pourrait montrer les résultats très prochainement. Pendant que Moscou dessine de nouvelles victoires sur ses cartes, le commandement russe sur le front est contraint de payer un prix de plus en plus élevé pour chaque pas en avant. Et à l'arrière, pendant ce temps, même les systèmes que le Kremlin qualifiait d'imprenables depuis des années commencent à s'effondrer. Et, semble-t-il, le plus intéressant est encore à venir. Tous les détails explosifs à suivre. L'échec de l'armée russe n'est plus très loin. Zelensky a suscité l'intrigue avec une nouvelle opération secrète des forces armées ukrainiennes. Et, à en juger par ses paroles, son résultat pourrait sérieusement changer la situation sur le front. Le président n'a pas révélé de détails, mais a promis. Le résultat sera connu d'ici la fin août. C'est-à-dire qu'en attendant, au Kremlin, ils ne peuvent que deviner où exactement les militaires ukrainiens préparent leur prochaine surprise. Et ce n'est pas tout. Zelensky a déclaré que les forces de défense mènent une opération sur un autre secteur du front. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de la poursuite des opérations militaires déjà connues. Le président a délibérément laissé planer le mystère sans nommer ni la direction, ni la mission, ni l'ampleur de l'opération. Il ne reste au Kremlin qu'à allumer les écrans et à attendre nerveusement que l'Ukraine montre elle-même le résultat. Parallèlement, Kiev se fixe un objectif encore plus ambitieux, atteindre la parité entre les territoires libérés et les territoires occupés. Selon Zelensky, depuis le début de l'année, les Russes ont occupé environ 990 km² de terre ukrainienne, tandis que les forces de défense ont déjà repris le contrôle d'environ 820 km². La différence qu'il reste encore à combler est d'environ 170 km². Si les militaires ukrainiens parviennent à maintenir la tendance actuelle, l'équilibre pourrait changer radicalement. Pour le Kremlin, c'est une mathématique particulièrement désagréable. Moscou essaie depuis des années de vendre à sa propre population l'image d'une offensive irrésistible, tandis que Kiev présente un tout autre bilan. La Russie s'empare, l'Ukraine repousse. Et maintenant, la tâche consiste non seulement à maintenir cet équilibre, mais à le renverser. De plus, Zelensky souligne directement, cet équilibre est important non seulement sur le champ de bataille. Chaque kilomètre reconquis est un argument supplémentaire pour l'Ukraine, tant en diplomatie que dans les négociations internationales. Ainsi, l'opération ukrainienne, dont le résultat est pour l'instant tenu secret, pourrait avoir une importance bien au-delà d'un secteur spécifique du front. Et maintenant, la principale intrigue demeure. Où exactement l'Ukraine prépare-t-elle son prochain mouvement et que montreront précisément les forces armées ukrainiennes d'ici la fin août? Kiev garde le silence, le Kremlin ne peut que deviner. Et la réponse, semble-t-il, devrait arriver très bientôt. Et elle pourrait ajouter à l'armée russe quelques chiffres très désagréables à cette mathématique du front. Pendant ce temps, l'armée russe a sa propre Troie. Et le Kremlin, semble-t-il, a décidé de la prendre d'assaut jusqu'au dernier soldat russe. Robotyne est devenu un symbole douloureux de la grandeur militaire russe.
un village auquel les troupes russes tentent de se raccrocher encore et encore en dépensant des ressources colossales. Et même les blogueurs militaires russes, Z-blogueurs, ne supportent plus ce siège sans fin. L'un d'eux a comparé Robotyne à Troie et a pratiquement accusé Poutine d'être prêt à jeter toujours plus de force dans la bataille pour la conquête de ce territoire. Ce Poutine d'Athènes en a déjà assez. Il a sacrifié des dizaines de milliers de nos gars pour des grands-mères, des arbres et une plage. L'ironie de la situation réside dans le fait que la propagande russe parle depuis des années d'une grande armée victorieuse qui avancerait sans relâche. Mais en pratique, les militaires russes sont contraints de se battre pendant des années pour des localités isolées, les transformant en symbole de l'épuisement de leur propre armée. Robotyne est devenu pour la Russie bien plus qu'un simple point sur la carte. C'est l'endroit où le conte de fées du Kremlin sur une victoire rapide se heurte à la réalité de la guerre. Et pendant que Moscou continue de dessiner des flèches sur ses cartes, ses propres blogueurs militaires qualifient déjà cette histoire de Troie russe. Un lieu où la victoire s'est transformée en un marathon sans fin pour quelques kilomètres de terre. Et pendant ce temps, la défense anti-aérienne russe s'est révélée, une fois de plus, moins impénétrable que ce que le Kremlin prétend. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont fait subir à l'aviation militaire et à la défense anti-aérienne russe un véritable examen technique. Et la liste des cibles touchées semble pour le moins intéressante. Sur l'aérodrome russe de Vityazevo, dans le kraï de Krasnodar, 2 avions de combat ont été touchés simultanément, un Sukhoi 33 et un Mikoyan Gourevitch 29. Au même endroit, un drone russe Orion a été neutralisé. En d'autres termes, alors que Moscou parle d'un arrière-pays solidement protégé, les drones ukrainiens trouvent l'aviation russe directement sur les aérodromes militaires. Mais les militaires ukrainiens ne se sont pas arrêtés là. Parallèlement, le système de défense anti-aérienne et l'infrastructure radar russe ont été pris pour cible dans plusieurs régions à la fois. Dans la région de Rostov, le système anti-aérien Tor, ainsi que 3 radars Nebo-U, Kasta-2E2 et Podley. Et dans le kraï de Krasnodar, encore plus de surprises. Outre les avions et le Orion, les forces ukrainiennes ont frappé les radars Podley et Kasta-2E2, le système Pantsir S1 et la position de l'un des systèmes de défense anti-aérienne russes les plus vantés, le S-400 Triumph. Et même la Crimée occupée n'a pas été épargnée. Là-bas, 3 stations radars russes Nebo-U à Sébastopol ainsi que des 36 D6M et ST-68 dans la région d'Yevpatoria ont été touchées simultanément. En fait, les forces ukrainiennes ont organisé un véritable inventaire des biens de la défense anti-aérienne russe. Des avions, des radars, des systèmes de défense anti-aérienne et un drone ont été frappés sur un vaste territoire. Et c'est particulièrement révélateur. Plus le Kremlin vante la protection multicouche de ses installations militaires, plus les frappes ukrainiennes démontrent l'existence de failles très concrètes dans ce système. Le commandant des forces de système sans pilote, Robert Madiar Brody, a fait état du résultat de cette attaque. Et si l'on regarde la géographie des cibles, le tableau est peu réjouissant pour l'armée russe. De la région de Rostov et du kraï de Krasnodar jusqu'à la Crimée occupée. La défense anti-aérienne russe était censée protéger le ciel, mais elle devient désormais elle-même de plus en plus souvent une cible. Et il semble que ce ne soit que le début. Alors que le Kremlin tente de convaincre les Russes d'une grande offensive, l'Ukraine change méthodiquement les règles de cette guerre, récupère des territoires, brise la logistique russe, atteint des objectifs militaires loin à l'arrière et force même les propagandistes russes à calculer le prix de leur propre victoire. Et maintenant, une autre intrigue plane sur le front, une opération secrète des forces armées ukrainiennes, dont le résultat est pour l'instant gardé sous scellé par Kiev. Si les forces ukrainiennes parviennent à maintenir ce rythme, l'armée russe devra compter non plus les kilomètres conquis, mais ceux qu'elle perd rapidement. Et la question principale n'est plus de savoir s'il y aura une nouvelle frappe, mais où exactement l'Ukraine ouvrira le prochain chapitre de cette guerre. Madiar a rendu son verdict à la Russie. Les puissants drones ukrainiens changent déjà la logique de cette guerre et l'arrière russe se transforme de plus en plus en une zone de menace constante. Ce que le Kremlin considérait comme inaccessible ne peut plus être qualifié de sûr. Et ce n'est que le début. L'Ukraine renforce ses capacités, ce qui lui permet d'atteindre l'ennemi de plus en plus profondément. C'est une nouvelle réalité infernale pour la machine de guerre russe. Moscou tente encore de se cacher derrière ses frappes de missiles, mais les drones ukrainiens ripostent déjà et, semble-t-il, la situation va devenir encore plus brûlante. Les détails dans la suite du reportage.
Depuis la Russie, le verdict. Tandis que le Kremlin se cache derrière des frappes massives sur les villes ukrainiennes, la réponse ukrainienne vole déjà vers là d'où vient la guerre. Robert Brody le fait comprendre. Pour l'arrière russe, ce n'est que le début d'un grand règlement de compte. L'Ukraine n'a pas l'intention de jouer selon les règles du Kremlin. Elle renvoie la douleur à l'ennemi. Et le plus intéressant, c'est que Magyar ne parle pas d'une réponse ponctuelle. Il déclare sans détour « Les forces ukrainiennes frappent sans relâche, ce qui nourrit et alimente la machine de guerre russe. Les sources de financement, d'approvisionnement et de production d'armes. » En d'autres termes, pendant que Moscou tente d'intimider les Ukrainiens, une réalité tout à fait différente se forme progressivement à l'arrière russe. Et la suite est encore plus sévère. Brody trace une ligne que le Kremlin ne pourra plus effacer. Entre l'Ukraine et la Russie, selon lui, il ne s'agit pas simplement d'une différence de doctrine militaire, c'est un gouffre civilisationnel. Une différence de valeur dans l'attitude envers l'être humain et même dans la compréhension même de la raison pour laquelle la guerre est menée. La Russie tente de transformer la terreur en un outil d'intimidation, mais Magyar répond en fait. L'Ukraine ne se brisera pas et ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas un sprint, mais un long marathon, où chaque nouveau coup porté à la machine de guerre russe la rapproche du moment où la Russie devra elle-même payer la facture de la guerre. Et la formule finale de Brody sonne de manière on ne peut plus intransigeante. L'Ukraine tiendra bon et Moscou tombera. Il semble que ce soit précisément ce que Magyar qualifie de verdict principal pour le Kremlin. Non pas des menaces bruyantes, mais une réponse continue que la Russie ressent de plus en plus intensément sur son propre territoire. Et ce ne sont pas là toutes les surprises réservées aux occupants. Selon The Atlantic, début 2026, des responsables ukrainiens ont proposé à Volodymyr Zelensky un plan capable de porter un coup à Moscou, non seulement contre sa machine militaire, mais aussi contre l'un des symboles les plus sensibles du confort russe, l'aviation civile. Une opération au nom doux de M&M's, mais derrière laquelle se cache une intention loin d'être douce. L'utilisation massive de petits drones équipés de systèmes de navigation basés sur l'intelligence artificielle. L'idée était de surcharger la défense antiaérienne russe au point que les aéroports moscovites se retrouvent pratiquement paralysés. L'ampleur du projet est d'environ 1 millier de drones par jour. Non pas une seule frappe spectaculaire, mais un flux constant d'appareils qui forcerait le système de défense antiaérienne russe à fonctionner à la limite de ses capacités. Et ensuite, l'effet domino. Des problèmes de vol, la nervosité des compagnies aériennes, la pression internationale et de plus en plus de questions embarrassantes pour le Kremlin. La partie technologique attire une attention particulière. Il s'agit de la navigation autonome, grâce à laquelle le drone peut comparer les images du terrain avec des cartes préchargées et s'orienter sans pilotage manuel constant. En d'autres termes, l'idée n'était pas simplement de lancer un grand nombre de drones, mais de créer un système capable d'agir de manière aussi autonome que possible. Cependant, il y a un « mais » important ici. Selon The Atlantic, Zelensky craignait apparemment les risques pour les avions civils et les personnes. Quant aux représentants du bureau du président, il a qualifié les informations sur un tel plan de pure absurdité, déclarant que l'Ukraine ne dispose pas d'armes à longue portée suffisamment précises et fiables pour attaquer des aéroports sans risque excessif pour les civils. Et c'est précisément là que cette histoire devient particulièrement intéressante. Le plan M&M était-il un projet réel qui a été stoppé ou simplement l'une des options discutées dans les bureaux ukrainiens? The Atlantic affirme que les préparatifs ont duré jusqu'en juillet et désigne l'ancien ministre de la Défense Mikhailo Fedorov comme l'un des principaux initiateurs. Quoi qu'il en soit, l'apparition même de telles informations montre à quel point la logique de la guerre moderne a radicalement changé. Moscou avait l'habitude de considérer l'arrière comme un territoire intouchable, mais désormais, c'est de plus en plus l'arrière russe qui devient la cible principale de la pression stratégique. Des usines militaires et de la logistique aux infrastructures critiques et aux liaisons aériennes potentielles. Pendant ce temps, Poutine s'est vu privé de Sochi. Le président russe n'est pas apparu dans sa station balnéaire préférée depuis 322 jours. Et ce n'est pas une simple pause fortuite. Au cours des 2 années précédentes, il se rendait régulièrement à Sochi 2 fois par an, au printemps et en automne. Mais en 2026, le président russe a manqué son voyage de printemps. Faudra-t-il s'y montrer à l'automne? Pour l'instant, c'est incertain. Et maintenant, le plus intéressant. Avant la guerre à grande échelle, Sochi était pratiquement le 2e bureau présidentiel de Poutine. De 2015 à 2021, il s'y rendait entre 24 et 37 fois par an. Désormais, cela fait presque 1 an sans visite publique. La station balnéaire qui accueillait autrefois régulièrement le président russe est désormais un point oublié de son emploi du temps. Selon une source du projet, le tournant s'est produit après que des drones ukrainiens ont commencé à atteindre Sochi à l'automne 2023. C'est précisément après cela, affirme la source, que Poutine a commencé à craindre pour sa propre sécurité et a cessé de se rendre régulièrement dans le sud.
Et il semble que le problème pour le Kremlin soit plus large que le simple emploi du temps personnel de Poutine. Après que les drones ukrainiens ont commencé à atteindre des zones plus profondes en Russie, le président a commencé à modifier considérablement la géographie de ses déplacements. La majeure partie des visites régionales se déroule désormais loin de la partie européenne de la Russie, là où les drones ukrainiens démontrent activement que l'arrière-pays russe n'est plus aussi inaccessible. Et pendant ce temps, Sochi elle-même en souffre. Le Financial Times fait état d'une baisse de la demande. Dans certains hôtels, les réservations ont diminué de 20% et les ventes de billets d'avion vers la ville de 40% par rapport à l'année dernière. Cela dessine un tableau intéressant. La Russie a vanté pendant des années la sécurité de son arrière-pays, mais aujourd'hui, sa principale station touristique voit de moins en moins non seulement les étrangers, mais aussi son propre président. Et si auparavant Poutine se rendait à Sochi des dizaines de fois par an, désormais, même un seul voyage là-bas semble impossible. Les drones volent impitoyablement vers l'ennemi et en Russie, ils ont décidé de lutter contre le problème avec la méthode la plus fiable, interdire de les photographier. Dans la région de Tomsk, le gouverneur Vladimir Mazour a signé un décret interdisant de filmer et de publier des images des impacts et de l'utilisation de drones, des lieux de leur chute et des conséquences des attaques. Même le fonctionnement de la défense anti-aérienne et de la guerre électronique russe a été interdit, tout comme les infrastructures militaires, les installations du complexe énergétique, les entreprises industrielles, les infrastructures municipales, les ponts et autres sites importants. De plus, ces restrictions s'appliquent également aux médias. En d'autres termes, si quelque chose explose soudainement à Tomsk, la tâche principale n'est plus de comprendre ce qui s'est passé, mais de faire en sorte que personne ne pense à le filmer. La formule de sécurité russe devient de plus en plus simple. Pas de vidéo, pas de problème. Et pendant que le Kremlin convainc les Russes que la situation est sous contrôle, les responsables russes eux-mêmes ferment de plus en plus activement leurs yeux sur ce qui se passe autour d'eux. Il semble qu'en Russie, on ait déjà commencé à protéger non seulement les sites contre les drones, mais aussi l'image même de la stabilité contre les caméras des smartphones. Il semble que l'arrière russe se transforme progressivement en un territoire où la règle principale est de ne pas poser de questions inutiles. Poutine apparaît moins souvent là où il se sentait autrefois maître des lieux. Les autorités interdisent de montrer les conséquences des attaques et le Kremlin est de plus en plus contraint de dissimuler ce qui se passe derrière la belle façade de la Russie stable. Et plus Moscou tente de cacher cette réalité, plus l'essentiel devient évident. La guerre se rapproche de plus en plus de l'arrière russe et il n'est plus possible de faire semblant qu'elle n'existe pas là-bas. La Russie commence à se déchirer de l'intérieur. Moscou s'éteint, la propagande russe change soudainement de rhétorique et les Russes eux-mêmes montrent de plus en plus qu'ils sont fatigués de la guerre et des mensonges du Kremlin. Le pouvoir serre la vis, mais cela ne fait qu'amplifier le mécontentement. Il semble que Poutine soit confronté à un nouveau problème et cette fois-ci, il ne naît pas sur le front, mais directement à l'intérieur de la Russie. Nous en parlerons davantage dans le reportage qui suit. Moscou a actionné l'interrupteur et s'est éteinte. Après une détonation dans une sous-station électrique, plusieurs quartiers de la capitale russe ont été plongés dans l'obscurité. Le quartier de Gagarinsky et celui de Kamovniki se sont retrouvés sans électricité. Et il semble que les surprises moscovites ne s'arrêtent pas là. Le plus intéressant, c'est que dans cette même zone se trouve l'un des plus grands centres de communication. Et selon les premières informations, ce sont précisément les problèmes rencontrés avec celui-ci qui auraient pu entraîner une panne beaucoup plus importante. En conséquence, une partie du RUNET s'est littéralement effondrée avec l'électricité moscovite. C'est-à-dire que pendant que les responsables du Kremlin parlent d'une Russie stable, Moscou subit un test de résistance. Pas d'électricité, pas de connexion. Et soudain, tout le monde numérique commence à vaciller. L'accident, selon les données préliminaires, s'est produit dans une sous-station électrique de la rue Vavilov. Les causes sont en cours d'examen, mais pour la capitale russe, cela semble déjà extrêmement révélateur. Une explosion, et Moscou a des problèmes non seulement avec l'électricité, mais aussi avec Internet. Et voilà un tournant explosif. La propagande de Poutine commence à se retourner contre lui. Dans un studio fédéral, des mots qui semblaient impossibles il y a peu résonnent soudainement. Les présentateurs et propagandistes russes ne rient plus du flamingo ukrainien. Au contraire, ils admettent que si un missile doté d'une énorme ogive parcourt des milliers de kilomètres et frappe des usines russes, c'est une toute autre réalité. Et il devient de plus en plus difficile de se cacher derrière un énième rapport affirmant que tout a été abattu. Pas plus tard qu'hier, le flamingo était presque une blague pour les propagandistes russes, mais maintenant sur les ondes russes, ils sont contraints d'admettre que cette arme atteint réellement les entreprises liées à l'industrie russe. Et le problème pour le Kremlin ne réside même pas dans une seule frappe. Le problème est que les armes ukrainiennes à longue portée deviennent un facteur systémique de la guerre.
notre terrain et des missiles voleront vers nous, comme c'est déjà le cas. Autrefois, tout le monde riait du Flamingo. Ouais, ce truc rose, là, incompréhensible, ce n'est absolument pas l'Ukraine, pas les Britanniques. Je me souviens comment, lors des émissions, moi je devais convaincre les gens que ça n'a pas d'importance. Qui a créé cette technologie? Une entreprise britannique, donc Millennium Group, ou si c'est l'Ukraine, ce n'est pas important. Si une tonne vole sur 3000 km, c'est sérieux. Hélas, les usines sont visées. Un missile balistique de 6 à 900 kg, c'est une menace sérieuse. Ce n'est pas 50 kg, comme les Shahed. L'antenne russe change soudainement de ton. On y parle déjà de drones lourds, de nouveaux missiles et de moyens de destruction capables de transporter des charges militaires nettement plus importantes. De plus, les propagandistes admettent eux-mêmes que tout cela peut continuer à voler profondément à l'intérieur de la Russie, ce qui fait que pour un pays immense, l'avantage psychologique principal disparaît progressivement, le sentiment que l'on peut se sentir en sécurité loin du front. Les problèmes dépassent largement les limites du front. Dans les médias fédéraux, les critiques à l'encontre du propre gouvernement se font de plus en plus entendre concernant des décisions qui nuisent au secteur de haute technologie, à l'informatique et à l'Internet. Et là, une image absolument absurde se dessine. Le pays parle simultanément de percée technologique tout en créant lui-même les conditions qui freinent cette percée. J'ai retrouvé la citation de ce même Yushchenko. La première partie semble inoffensive. Si une personne ne se sent pas à l'aise pour vivre, travailler et se développer dans notre pays, c'est sa décision. Qu'il parte. Peut-être se trouveront-ils une place quelque part à l'étranger. Et ensuite, eh bien j'en doute, ils ne sont utiles à personne là-bas. Impossible de faire sans. Et qui a créé ces conditions inconfortables? On a envie de demander à Yushchenko qui les a donc créées. En mai, le député Yushchenko, à ne pas confondre avec le président, a déclaré que oui, ces informaticiens, on n'en a absolument pas besoin qu'ils partent. Enfin, je veux dire, cet obscurantisme, sans parler des blocages d'Internet qui frappent très durement toute l'activité de développement, parce que j'ai ici quelqu'un qui travaille sur les réseaux neuronaux, sur des dispositifs de guidage pour drones, justement, et il dit « Ma matinée commence par essayer d'accéder à quelque chose, à un site, et je dois comprendre si c'est le RKN qui m'a bloqué ou les Américains, c'est-à-dire quel côté et par conséquent, quelle méthode utiliser pour réussir à passer et obtenir le matériel nécessaire. » Les propagandistes eux-mêmes commencent à demander comment il est possible de développer la Russie si les décisions des autorités rendent ce développement impossible. Il y a peu de tels propos ne pouvaient être entendus que de la part de l'opposition. Désormais, ils s'infiltrent même dans les émissions pro-gouvernementales. Et c'est là que surgit le problème le plus désagréable pour le Kremlin. Pendant des années, on a raconté aux Russes que l'Ukraine était sur le point de tomber, que le front s'effondrerait, que Kiev capitulerait, que l'armée russe contrôlait la situation. Mais les années passent, et au lieu de la capitulation ukrainienne, les Russes voient des frappes de plus en plus lointaines sur leur propre territoire. La Russie a frappé, l'Ukraine a résisté. L'ennemi a multiplié les frappes, nous avons riposté. La Russie a promis de détruire l'industrie ukrainienne et maintenant elle est elle-même contrainte de compter combien de missiles ukrainiens pourraient atteindre ses précieuses usines. Une panique silencieuse s'empare des Russes. En apparence, tout est calme. Les gens vont au travail, achètent des produits, vivent leur vie, mais au sein de la société, quelque chose est clairement en train de se briser. Les Russes croient de moins en moins à une amélioration et se préparent de plus en plus à ce que la situation empire. Les prix augmentent, la peur de perdre son emploi s'intensifie et surtout, la foi en l'avenir disparaît. Si auparavant l'optimisme prévalait, désormais la part des pessimistes augmente rapidement. Et ce n'est plus seulement de l'anxiété. La société russe passe progressivement en mode survie. Et le pire pour le Kremlin, c'est que l'image même que le pouvoir vendait à sa population depuis des années est en train de s'effriter. La guerre devait se terminer rapidement, la Russie devait devenir plus forte et après la guerre, la vie était censée s'améliorer radicalement. Maintenant, ces attentes s'affaiblissent. Les Russes sont enfin fatigués, ils commencent à se rebeller. Et cette fois, le problème pour le Kremlin ne se situe pas sur le front, mais bel et bien à Moscou. Les jeunes Russes réclament des changements de plus en plus forts et l'interdiction du parti Yabloko a eu de manière inattendue l'effet inverse. Au lieu de forcer les gens à oublier l'opposition, le pouvoir n'a fait qu'attirer l'attention sur elle. Il semble que le Kremlin aide lui-même ses critiques. Après l'exclusion du parti des élections, son siège moscovite a reçu la visite de plus d'1 millier de nouveaux partisans. Parmi eux, de jeunes militants, des blogueurs et des musiciens. Et lors des manifestations dans la capitale, les gens scandaient déjà ouvertement des slogans anti-guerre et politiques. Pour la Russie actuelle, c'est presque de l'exotisme. Et ce qui est le plus douloureux pour Poutine, ce sont les sentiments des Russes eux-mêmes.
Selon les sondages, les partisans de pourparlers de paix sont déjà plus de 2 fois plus nombreux que ceux qui souhaitent la poursuite de la guerre. En d'autres termes, alors que le Kremlin exige de continuer à se battre, de plus en plus de Russes veulent tout le contraire, et le pouvoir répond par la répression. Plus de 30 personnes ont été arrêtées après l'action et l'un des représentants de Yabloko, Lev Schlossberg, a été condamné à plus de 11 ans de prison. Il en résulte un paradoxe. Plus le Kremlin essaie de serrer la vis, plus ce qu'il tente de cacher devient visible. À l'intérieur de la Russie, la demande de changement grandit. Poutine peut ne pas le remarquer pour l'instant, mais quand l'espoir disparaît, c'est la société elle-même qui devient le plus grand problème du pouvoir. Et qui sait quand le petit Tsar se retrouvera face à face avec un peuple en colère? Et vous, que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur j'aime sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. La suite arrive et nous nous retrouverons dans le prochain reportage.